Je vous propose qu'on démarre doucement mais sûrement. Déjà, merci encore pour votre fidélité. C'est le sixième épisode des Échos du Labo. On est vraiment ravis de pouvoir partager avec vous un peu nos expériences sur le terrain, sur plein de sujets différents, nos ateliers d'écriture qui sont réalisés par notre équipe formidable du Labo des Histoires. Je tiens d'ailleurs à remercier aujourd'hui toutes celles et ceux qui travaillent au Labo des Histoires au quotidien. C'est grâce à ces personnes qu'on peut mener autant d'ateliers d'écriture. J'en profite aussi du coup pour vous donner quelques mots sur le Labo des Histoires si jamais vous ne connaissez pas encore. Notre mission est de démocratiser la pratique de l'écriture chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Et, nous organisons donc à peu près 3000 ateliers d'écriture par an, ce qui correspond à 300 projets environ. Et on travaille en partenariat avec des structures éducatives, sociales et culturelles. Nous ne faisons pas ces ateliers seuls, nous le faisons avec des professionnels de l'écriture et des partenaires qui nous soutiennent. Pour ce dernier numéro de l'année des Échos du Labo, on a la chance aujourd'hui de pouvoir parler de bande dessinée à l'occasion d'un concours que nous avons lancé il y a le mois dernier qui s'appelle l'Emoji Story. Et avec nous aujourd'hui, le parrain, Kid Toussaint. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui, Kid, et de parler un petit peu de ton métier de scénariste. Est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Ouais, en plus, c'est bien parce que j'ai un texte pour avoir plus facile. Donc je suis scénariste de bande dessinée et auteur de nombreuses BD à succès, apparemment. Ça Donc va? j'ai notamment écrit Elle, Animal Jack, Magic Seven, Tao et Monstres, 40 éléphants, Liane et beaucoup d'autres, et voilà. Je suis belge aussi, d'où l'accent, et je parle très vite à cause du café, voilà. D'accord. Tu bois beaucoup de café? Bah, là, j'en ai bu un peu trop à mon avis, donc je vais parler très, très vite et n'hésitez pas à me faire ralentir. Très bien. Ça va nous servir en même temps pour tenir le rythme des questions et de pouvoir en prendre un maximum en moins de 45 minutes maintenant. Je vous explique un tout petit peu comment ça va se dérouler. Le programme, on va du coup aborder 4 parties avec Kid durant 30 minutes, des questions et des réponses avec Kid. Tout d'abord, on va parler de son parcours, revenir sur des questions un petit peu classiques sur qu'est-ce qui notamment, c'est ce qui lui a donné envie de devenir scénariste. Ensuite, on parlera de ses méthodes de travail, quitte tes méthodes et tes petits et grands principes peut-être secrets que tu pourras nous livrer durant ces prochaines minutes. Et enfin, on va parler de l'écriture des émotions. On sait que c'est un sujet qui est souvent abordé dans tes notamment personnages. Et c'est aussi un sujet qui nous intéresse par rapport à notre concours d'écriture, l'Emoji Story. D'ailleurs, tu nous donneras quelques conseils d'écriture à la fin de cet échange. Et tu nous donneras notamment tes conseils pour réussir, pour triompher dans ce concours qui se termine dimanche prochain. Posez vos questions directement sur le chat. Sarah, ma collègue, prend en compte toutes les questions. Donc n'hésitez pas et on gardera du temps à la fin pour y répondre. Kid, sans plus tarder, je te propose qu'on commence et notamment une première question sur ton parcours. J'ai lu que tu étais journaliste de formation et surtout, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir scénariste de bande dessinée et pas romancier ou autre pratique. OK, ça fait 3 questions en une. Je vais essayer Pas de grave. répondre à tout dans l'ordre. En fait, j'ai toujours écrit, mais comme tout le monde, on apprend à écrire à l'école et on s'invente des histoires depuis qu'on est enfant. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc je suis écrivain depuis toujours, comme tout le monde. Ensuite, études de journalisme vite fait, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais de toute façon écrire des histoires. Plus jeune, adolescent, j'écrivais plutôt des romans et des nouvelles. J'étais jamais content de moi, jamais, jamais, jamais. Les nouvelles, parfois j'allais au bout, j'en étais pas content. Les romans, je les finissais jamais. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu bifurquer vers le cinéma, mais là, c'était impossible parce qu'il y a trop d'intervenants, trop de monde qui donne son avis. On doit sans arrêt réécrire pour faire plaisir à Michel, Géraldine et Pascal, et tu sais pas pourquoi. Et donc, tu passes ton temps à écrire pour les autres sans savoir ce que tu écris toi, au final. Et donc, quand je suis arrivé à la bande dessinée, parce que j'en lisais aussi, là, tout d'un coup, il y avait juste un dessinateur et moi. On n'était que deux à décider. Et j'ai trouvé l'équilibre parfait à ce moment-là. J'étais plus seul dans ma chambre à écrire des nouvelles dont j'étais pas content, et j'étais pas non plus sur un plateau de tournage où il y avait 1000 personnes qui me donnaient leur avis. Donc, la bande dessinée, c'était vraiment le médium idéal pour moi. Et le journalisme, bah, donc, c'est juste une petite formation. Je suis même pas allé au bout d'ailleurs, mais par contre, j'ai fait des travaux de rédaction et de traduction avant d'être scénariste de bande dessinée. Donc, j'ai fait un peu de rédaction, pas vraiment de journalisme de terrain. Voilà. Mais par contre, ça m'a permis
d'avoir des méthodes pour faire des recherches de documentation, etc. Et ça, c'était assez intéressant, quoi. Hyper intéressant. Ça, on pourra justement y revenir juste derrière pour savoir comment tu structures parfois tes histoires. Le journalisme, donc, c'était ta formation et finalement, la bande dessinée, du coup, à quel âge tu as rédigé, tu t'es lancé véritablement dans la BD? Dans la BD, à mon avis, ça doit être vers 20 ans. En fait, avant ça, j'écrivais un scénario de film qui n'a jamais vu le jour, mais que je travaillais dessus pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, le jump de scénario de film à scénario de BD, c'est pas très compliqué, c'est assez similaire en fait à bien des égards. Même si le médium change, c'est un scénario, ça reste la même façon d'écrire. Et donc ça s'est fait vers, à mon avis, vers 20 ans, ouais, par là. Et donc j'ai d'abord écrit des bandes dessinées pour adultes, des récits historiques, des polars, parce que c'était un peu ma came à ce moment-là. Et justement, les BD historiques, ben, ça me permettait, cette formation de journalisme, un petit peu de faire les bonnes recherches et de savoir de quoi je parlais. Et ça, pour le coup, ouais, c'était une bonne école. Et donc, je sais pas quelle est ma première BD publiée, par exemple. J'ai cherché sur les réseaux parce que je m'en souviens pas. Je sais pas c'est Hmm. laquelle qui a été publiée en premier, je sais plus du tout. Et puis, enfin voilà, donc j'en ai fait quelques-unes à ce moment-là, mais je me Tu rappelle as plus. oublié, pardon, parce que tu écrivais plusieurs histoires en même temps ou parce que Mais ta mémoire qui déjà, vient. j'en ai écrit beaucoup avant qu'il y en ait une qui soit publiée, donc déjà, ça m'embrouille déjà, moi, dans ma chronologie personnelle et dans ma biographie. Et puis, de fait, il y en a qui se sont publiés plus ou moins en même temps, et alors du coup, je sais pas c'est laquelle la première. En tout cas, elles n'ont pas eu de succès, donc il y a personne pour me dire, moi j'ai la réponse, voilà, donc tant Alors, pis. sur le chat, si jamais vous êtes des fans de la première heure de Kid et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner, ce serait hyper intéressant. Alors, il y a eu d'eau qui a coulé depuis, beaucoup surtout d'œuvres que tu as co-signées ou réalisées, en tout cas, on va dire à succès. Est-ce que parmi tous les titres qu'on a déjà cités, est-ce il y a un album ou une série qui a vraiment été un tournant pour toi? Bah, alors normalement, le premier tournant, c'est la première publiée, mais comme je te dis, je m'en souviens pas. Je sais plus ou moins, hein, c'est une de trois, mais je sais pas c'est laquelle. Donc normalement, c'est celle-là. Ensuite, il y a la première BD publiée par un gros éditeur, qui est Casterman, c'était À l'ombre du convoi. Donc ça, c'est un point de bascule quand même, parce que tout d'un coup, des gros éditeurs me font confiance. Et puis l'autre point de bascule, je dirais que c'est Magic Seven, qui est ma première BD jeunesse, et qui là, bah, déjà m'apporte un petit succès, mais aussi et surtout, ça me permet de rencontrer un autre public. Et c'est un public qui va me changer mon état d'esprit, en fait, complètement. Ils vont me permettre de me rendre compte que je peux écrire beaucoup plus de choses en BD jeunesse qu'en BD adulte. Je vais approfondir ça parce que j'ai toujours du mal à expliquer, mais je vais essayer par des petites formules. En fait, un lecteur adulte, il lit, il juge et il range. Parce qu'il a plein d'autres choses à lire et il va lire d'autres choses après. Donc, il passe à autre chose très rapidement. Qu'un lecteur plus jeune, adolescent ou enfant, il va lire plusieurs fois la même BD, il va la lire plus intensément, plus profondément. Il va la lire avec beaucoup plus d'attention. Ce qui fait que, par exemple, en BD adulte, je devais être très factuel et très précis dans les faits. Je devais faire de la documentation et donner des dates, donner des lieux sans arrêt. En BD jeunesse, j'ai pas besoin de ça. L'enfant, il comprend très bien où on est et enfin, à quel moment on est dans l'histoire, il le comprend très très vite. Et pour les métaphores, c'est pareil. L'enfant, il comprend la métaphore, l'adulte en BD, hein, j'insiste en BD, l'adulte, il comprend pas la métaphore en BD. C'est beaucoup plus compliqué. Il a besoin d'informations précises, de textes pour se situer. Parce qu'il le lit trop vite et il le rangera trop vite. Aussi, autre petite différence, un adulte qui comprend pas quelque chose, il va dire c'est mal écrit. Un enfant qui va pas comprendre quelque chose, il va dire j'ai pas compris. Et du coup, ça change complètement le rapport entre l'auteur et le lecteur, en fait. On a un échange beaucoup plus intéressant avec le jeune lecteur, qui connaît par cœur la bande dessinée, qui a compris plein de sous-textes, et qui même parfois ne sera pas d'accord avec ce qui se passe dans la BD, et l'expliquera, et parfois il fait mouche, il voit juste, il comprend pas qu'un personnage réagisse comme ça, et il a entièrement raison, qu'un adulte, il va pas faire attention à ce genre de détails. Donc voilà, la rencontre avec les lecteurs de Magic Seven, ça a changé ma vie clairement, quoi. Parce que je me suis mis à écrire pour un autre public, un public finalement beaucoup plus large, plus vaste et plus intéressant. Ouais, et c'est hyper intéressant que tu nous racontes ça. Du coup, c'est à partir de Magic Seven, tu t'es spécialisé, tu es devenu un auteur de BD jeunesse. Du coup, si je comprends bien, c'est en tout cas, tu as façonné un style, une écriture qui est aussi, qui donnait encore peut-être encore une plus grande profondeur, j'imagine, à tes lecteurs, une plus grande vision. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à façonner au fil des écritures? En fait, ça n'a pas été. Je vois qu'il y a 42 adultes qui se sont déconnectés depuis que je viens de dire que les adultes lisaient mal. Je continue pour ceux qui sont restés. Non, mais plus sérieusement, en fait, c'était même compliqué d'arriver à la jeunesse parce que j'ai proposé un projet chez Dupuis.
Et c'est Benoît Fripia, mon éditeur, qui m'a répondu en me disant: «C'est super, mais tu t'adresses pas aux enfants». Et j'ai dit: «Ben si, c'est un projet avec des enfants, c'est un projet pour les» et il me dit: «Non, non, tu t'adresses à des adultes qui veulent retrouver une Madeleine de Proust, mais tu t'adresses pas à des enfants». Et donc c'était un échange avec lui pour trouver où situer mon point de vue, ma caméra, pour m'adresser à des enfants sans les infantiliser. C'est vraiment un équilibre très compliqué à trouver, en tout cas pour moi, ça a été compliqué à trouver. Et au moment où je l'ai trouvé, c'était une espèce d'épiphanie où je me suis dit: «Ça y est, je sais à qui je parle». Et en fait, moi, mon truc, je peux le dire déjà maintenant, c'est d'écrire pour moi, enfant. Donc ne pas écrire pour les enfants, ne pas écrire pour moi, mais écrire pour moi comme j'étais enfant. Donc c'est tout un travail de, ouais, de voyage dans le temps un peu. C'était vraiment très, très intense, donc quasiment une psychanalyse. Ouais, c'est introspectif en tout cas. Ouais, en moins cher. Ouais, c'est ça, Moins introspectif. ça c'est sûr, ça coûte moins cher. Et alors, 2 dernières questions sur cette partie déjà, on va parler de ton actualité juste après parce qu'elle est intense aussi. Mais, est-ce qu'on peut dire de toi, quitte que tu es un auteur prolifique? Alors pourquoi je dis prolifique? C'est que tu as une actualité, souvent dense, plusieurs sorties dans l'année. Est-ce que ça, c'est cette vol tu as cette volonté en tout cas de publier, aussi à plusieurs, albums? Parce que le milieu est très concurrentiel, parce qu'il est aussi exigeant? Qu'est-ce qui te motive? Bah, en fait, c'est parce que je sais rien faire d'autre. Alors du coup, je passe mes journées à écrire parce que si j'écrivais pas, ce serait vachement long. Donc du coup, c'est à la fois ma passion, mon métier et ma raison d'être, en fait, et ma raison de vivre. Donc j'écris tout le temps. Produire autant, c'est pas une volonté de ma part. D'ailleurs, il y a beaucoup de scénarios que j'écris que je ne propose pas aux éditeurs et il y a non, pas de moins en moins, mais il y a quand même quelques scénarios que j'écris qui sont refusés par mes éditeurs. Donc en fait, je ce qui vous arrive en magasin, c'est vraiment, une partie infime de ce que j'ai écrit. Surtout au fil des années d'ailleurs, hein. Je dis toujours que là, j'aurais publié, je sais pas, 60-70 albums, je sais pas exactement, OK. mais j'en ai écrit 200. Donc finalement, c'est une petite partie qu'on voit, mais c'est vrai que je reste un auteur prolifique en magasin, ça enfin, on me le dit souvent, donc je vais pas faire, mentir les libraires. Mais parce que j'aime ça, j'ai des chouettes collaborateurs, j'ai plein d'idées tout le temps, voilà, tant mieux si ça aboutit au final. C'est mieux que ça aboutisse que ce soit jeté à la poubelle. Mmh. Donc voilà, donc c'est pas une stratégie en tout cas, c'est pas une stratégie commerciale, alors là, loin de là, quoi. C'est un très mauvais calcul d'ailleurs si c'est une stratégie commerciale. Du coup, peut-être que dans ton bibliothèque d'ailleurs, on pourra retrouver les fameux 60 ou 70 scénarios qui n'ont jamais été publiés et qui pourront Plus peut-être que être ça même. publiés un jour. Ouais, ceux qui n'ont pas en fait non, parce que souvent je les pille. Ah Donc ouais? quand il y a un projet qui ne se fait pas, il y a toujours une idée ou l'autre que je vais aller rechercher dedans pour la mettre ailleurs. Donc en fait, tous les projets qui n'ont pas vu le jour, il y a peu de chances qu'ils voient le jour, hein. Mais ça arrive, hein, parfois, il y a des scénarios que j'ai écrits il y a 10 ans et qui ont été seulement publiés cette année, par exemple, c'est arrivé ou l'année dernière. Ah, ça C'est arrive, ouais. arrivé, oui. Alors justement, là, de ce qui va être publié, là, on va basculer sur la rentrée de janvier. Et ta rentrée de janvier quitte ces 2 albums qui n'ont absolument rien à voir, mais 2 albums qui vont sûrement parler à celles et ceux qui nous regardent. Tout d'abord, Le Marsupilami, tome 35, je crois, et Le Concert du siècle, qui parle de Woodstock, de musique. Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, alors c'est 2 cas particuliers. En fait, pour le concert du siècle, avec Mounira, on avait commencé le marathon non, la course du siècle. Il y a quelques années, on a publié ça. On s'est dit: «On ferait bien d'autres albums du siècle, ce serait marrant» et on cherchait à chaque fois des événements, qui pouvaient être cool. Et Mounira m'avait proposé Woodstock et on s'est dit: «Ouais, on va écrire un truc sur Woodstock parce que c'est vraiment passionnant ce qui s'y est passé». Pour le coup, c'est vraiment un événement énorme qui aurait pu changer le monde et qui l'a pas changé du tout, mais ça aurait pu. Dommage. Mais en tout cas, on a écrit là-dessus. Moi, avec mon cynisme belge et Mounira avec sa poésie andalouse, on a écrit sur le concert. Et alors, le Marsupilami, c'est différent, c'est il cherchait un nouveau scénariste pour travailler sur la série du Marsupilami. Alors, en Belgique, le Marsupilami, c'est comme les Schtroumpfs et Tintin, enfin, on vit dedans depuis l'enfance, donc je connaissais le personnage et ses aventures. Mais pour autant, je ne savais pas ce que je pourrais écrire en Palombie, donc dans l'univers du Marsu. Et surtout, il y a toute une part d'humour et de gag que je ne maîtrise pas du tout. Moi, c'est vraiment pas ma façon de faire. Et donc, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je le fais avec un co-scénariste qui est bon en gag, d'arrière-plan et en jeu de mots, que moi, la plupart du temps, je ne comprends pas, je pourrais le faire. Et donc, j'ai demandé à Ced, le scénariste Ced Asna, voilà, que j'aime beaucoup, avec qui on s'entend bien, de m'accompagner. Et on est avec Luc Bathème, le dessinateur historique du Marsupilami. Et c'est une super aventure, on s'éclate beaucoup. J'imagine, et peut-être d'autres tomes sortiront dans les mois à venir. Ouais, je peux confirmer que le 36 est déjà écrit et en cours de dessin, donc la série continue, quoi, oui, bien sûr. Et ben, j'imagine que c'est un bel honneur, une belle consécration aussi sur ta carrière, j'imagine.
Ouais, ouais, parce que c'est un personnage mythique, hein, et historique, donc c'est quand je raconte à quelqu'un qui ne lit pas de bande dessinée que je fais de la bande dessinée, s'il me demande les titres, s'il en lit pas, il saura pas de quoi je parle. Mmh. Par contre, si je lui dis le marsupilami, là, il saura tout de suite de quoi je parle, donc c'est cool. Ça, c'est sûr. Alors, rentrons un petit peu dans le vif de ton travail et sur les principes de ton travail. Est-ce que déjà tu peux, est-ce que tu as une journée type? Est-ce que une journée de Kit Toussaint qui est écrite sur un nouvel album, c'est des rituels, c'est une exigence de travail, ou au contraire, tu es très intense, tu travailles sur des journées, enfin, sur des périodes très courtes et très intenses? Comment tu t'organises? Beh, j'ai le bonheur de déjà de pas avoir de journée type et surtout de, quand je ne fais rien, prétendre que je travaille et ça, c'est génial. Pas mal. Parce qu'il y a 2 moteurs à la création, c'est la faim et l'oisiveté, mais l'oisiveté surtout. Quand on ne fait rien, on pense à des histoires. Je dis toujours aux enfants ou même aux adultes: «Quand vous n'arrivez pas à dormir le soir, vous faites quoi?» Bah, en gros, vous inventez des histoires. Et ben, moi, j'ai ça. Donc en gros, ma façon de travailler, c'est de ne pas dormir. C'est déjà pas mal. Mais j'ai pas de journée type malheureusement parce que je suis foireux et complètement dispersé et quand j'écris du scénario, c'est hyper intense, je suis au clavier tout le temps et quand je cherche des idées, bah, je fais rien. Quand je fais de la documentation, bah, là, je suis en pleine phase de lecture, de visionnage, grâce à Animal Jack, je peux aller au zoo et prétendre que je travaille pour regarder un documentaire animalier et faire semblant que je travaille. Enfin, c'est génial, chaque journée est un peu différente. Mais par contre, oui, quand je passe en phase d'écriture, donc ma structure est prête et quand l'histoire est prête, quand je me mets à écrire vraiment page par page, case par case, là, je dois être dans ma zone à fond au clavier, quoi. Et là, c'est des journées très longues et qui se terminent quand le scénario est fini. Oui, c'est ça. Tu peux travailler la nuit, j'imagine, parce que c'est toujours la légende de l'écrivain qui aime la nuit pour trouver l'inspiration. Bah, c'était le cas pendant une grande partie de ma carrière, ça l'est plus depuis 5 entre 5 et 10 ans. J'ai changé ma façon de travailler, mais c'est vrai que je travaillais principalement la nuit parce que j'étais insomniaque. Maintenant, je travaille la nuit, mais juste en réfléchissant à des idées. Ouais. Mais je ne suis plus au clavier la nuit parce que du coup, on ne dort jamais. C'est important de dormir aussi, ça c'est certain. Donc, tu parlais de la construction d'un scénario. Comment tu abordes justement, comment tu travailles en amont ta structure narrative, la construction de tes personnages? J'imagine que tu parlais de documentation et de journalisme tout à l'heure. J'imagine que ce travail de préparation est essentiel dans la constitution de tes scénarios. Ouais, ouais, enfin, ma BD la plus jeunesse qui existe, c'est Animal Jack et c'est celle qui me demande le plus de travail de documentation. Parce qu'on étudie la biologie, la faune, la flore et il faut pas que je dise de bêtises. Donc ça, c'est vraiment ce qui me demande le plus de documentation. Mais c'est cool, c'est super, je m'amuse beaucoup à faire ça. Et sinon, oui, pour ce qui est de toute la construction, alors je dis toujours qu'il me faut 2 mois pour écrire un scénario, pour un album. Seulement, j'en publie 12 par an, donc ça marche pas. Les maths sont pas bonnes. Mais en gros, comment je travaille? Ben, j'ai souvent une idée de base. Donc, je vais parler pour un nouveau projet, par exemple, pas une série en cours. Un nouveau projet, j'ai une idée de base et ça va travailler en arrière-plan beaucoup. Donc, à chaque fois que je vais prendre le train, que je vais prendre une douche, que je vais marcher dans la rue, je vais y réfléchir. Et cette idée va se nourrir. Alors, il y aura plein d'autres idées qui vont grossir autour de cette idée principale. Il y en a qui vont tomber à l'eau, il y en a qui vont s'accrocher, il y en a qui vont changer. Mais en gros, je prends des notes de plein, 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 plein d'idées. Et à un moment donné, je fais le tri. Parce qu'en fait, on fait que ça, hein. Quand on crée, on trie. On fait que ça. On n'invente rien de neuf jamais. Ça, il faut arriver à se décomplexer par rapport à ça. On ne peut pas inventer un nouveau type de récit du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Par contre, on peut choisir ce qu'on raconte. Et en fait, c'est que ça au début. C'est que du tri. Et puis, on structure les idées pour qu'elles racontent une histoire. Et puis, petit à petit, ça prend forme, quoi. C'est comme un gros bout de terre glaise qu'on façonne au fur et à mesure pour que ça prenne une forme qui ressemble à quelque chose. Et donc dans cette recette, du coup, dans cette construction, évidemment, il y a le tandem, incontournable que tu vas évidemment mener avec, les dessinateurs, dessinatrices, ou si vous êtes plusieurs, aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces affinités, comment cette construction, à plusieurs se forge? Et enfin, il faut aimer enfin, j'imagine qu'il faut avoir, plaisir à travailler avec la personne qui va t'accompagner sur une aventure. Oh non, il y a des sacrés connards. Non, Ah, c'est possible. non, non, je plaisante. Je pense qu'en tout cas, il faut se comprendre. Ça, c'est le plus important parce qu'au final, enfin, on est écrivain, hein, donc tout ce qui se passe dans notre tête, il faut arriver à le traduire dans une langue pour que la personne en face comprenne ce qu'on veut dire. Et donc, il faut arriver à se comprendre se comprendre sur la façon de raconter des histoires. Et puis, il faut avoir des envies communes aussi. Par exemple, là, je parlais du concert du siècle. Il fallait que Mounira et moi, on a envie d'écrire sur Woodstock. Si l'un des deux n'avait pas envie de le dessiner ou pas envie de l'écrire, ça ne marchait pas. Donc oui, il y a déjà ça. Trouver un sujet commun, un truc qui nous habite tous les deux. Et puis ensuite, il y a un échange constant.
moi, j'écris quand même un scénario assez précis, assez complet, mais ça n'empêche pas, le dessinateur de revenir dessus. Donc là, pour le coup, c'est des échanges à chaque case, à chaque planche où on en reparle, quoi. S'il change un angle, s'il change un cadrage, s'il change même une intention, il faut qu'on en reparle, voir si ça colle avec le reste du scénario. C'est pas toujours le cas, donc il faut beaucoup discuter. Donc là, beaucoup d'allers-retours. Si tu peux avoir ce travail justement quasi permanent, enfin quotidien, d'avoir à retravailler la case, la bulle et le dessin, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis à l'inverse, eux, ils peuvent me proposer des idées qui tout d'un coup s'insèrent très bien dans le scénario ou qui me font changer un point de vue. C'est arrivé sur la fin de Télémac, une série que je faisais avec Kenny Ruiz, où il m'a dit: «Ben, en fait, ta fin, elle me plaît pas parce elle contredit un peu ce qu'on a mis en place». Et à y réfléchir, et j'ai trouvé qu'il avait entièrement raison, donc j'ai changé la façon de terminer la saga, enfin la tétralogie, pardon. Et aussi, par exemple, il a tout simplement Télémaque, donc c'est l'histoire du fils d'Ulysse, voilà. Moi, je lui avais mis un glaive dans la main pour tout ce qui était scène d'action, et Kenny Ruiz m'a dit: «Ce serait cool d'avoir autre chose qu'un glaive, parce qu'un glaive, on pourra de toute façon pas l'utiliser, parce que c'est de la BD jeunesse, on pourra pas trancher des têtes». Et donc c'est lui qui a eu l'idée du disque, et ça a influencé tout le scénario, en fait, parce que du coup, tout ce qui était gag, tout ce qui était mis en place de ce qu'on pouvait faire avec ce disque, et ben, on l'a fait, par son idée, quoi, donc c'est cool. Donc vous, voilà, vous vous nourrissez mutuellement, il y a des choses qui changent et c'est ce travail aussi collectif, j'imagine, qui prime. Ouais, et alors on pourrait ajouter l'éditeur, dans ceux qui donnent leur avis, mais comme on l'écoute jamais, c'est pas la peine. Oui, Maintenant, c'est si tu vrai. pouvais me poser une question un peu longue, le temps que je mange un morceau de mandarine, si ça te dérange pas, vas-y. Il y a pas de souci. C'est vrai que mais tu as raison derrière cette remarque, il y a évidemment le travail avec les éditeurs et qui est essentiel évidemment, j'imagine, dans votre relation, de confiance. D'ailleurs, on peut peut-être citer tes éditeurs aussi. Tu travailles avec Dupuis, Le Lombard, principalement. C'est une relation Ouais, de confiance Dupuis, aussi. Lombard, Grand Angle, Mmh. et Milan un peu, Bayard, mais ouais, chez Grand Angle, je fais mes BD adultes, qui est un peu ma récréation par rapport à mes BD jeunesse. Ouais. Et chez Lombard, je fais aussi quelques BD adultes, ceci dit, mais sinon, ouais, principalement Dupuis et Le Lombard, qui sont 2 maisons belges à la base, mais c'est le hasard enfin, c'est le hasard, hein, complètement. Mais sinon, Grand Angle, qui sont en Bourgogne, D'accord. Mais du coup, oui, tu as raison de le dire. Tu restes un auteur BD jeunesse, mais tu gardes cette partie de temps en temps de BD adulte, quoi. Le plaisir de ouais, c'est bien plus facile. Donc ouais, de temps en temps, je me fais une récré. c'est ta récréation. Bah, écoute, si en tout cas, tu penses, le point commun à chaque fois, c'est de t'amuser, j'imagine. Il y a toujours ce côté euh, Ouais. ludique. Ouais, si tu fais ce métier-là pour une autre raison, c'est raté, hein. Si tu fais ça pour l'argent, mauvais choix. Si tu fais ça, pour la gloire, très mauvais choix. Et donc la seule raison de le faire, c'est de s'amuser, et ça, c'est un kiff. Comme je dis toujours, en fait, l'écriture, c'est inné chez tous les humains, et raconter des histoires, c'est inné. Comme je dis toujours, les enfants, ils jouent dans la cour de récré à inventer des histoires. Et ben, on a ce luxe de pouvoir continuer toute notre vie à pouvoir le faire, donc c'est génial. Et est-ce que tu peux aussi nous donner peut-être des pièges à éviter? Parce que des fois, on se lance dans l'écriture d'un personnage ou sur un dialogue et parfois on se perd en chemin. Tu penses aussi qu'il y a des choses un peu essentielles à avoir en tête? Simplifier, ne pas justement se perdre dans les méandres, faut pas hésiter à simplifier. Alors les dialogues, moi je travaille jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin de la publication. Jusqu'à la publication de l'album, je les retravaille les dialogues sans arrêt, et je coupe en fait tout le temps. Je passe mon temps à couper des morceaux parce qu'il y a pas besoin. Plein de fois, c'est assez simple à comprendre. Donc il y a ça, et c'est quoi le truc pour, ne pas se perdre? Ouais, c'est de pas copier ce qu'on a vu. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Ça peut être un point de départ, mais faut bien se rappeler on peut pas faire un autre Star Wars ou un autre, Autant n'importe le vent ou je sais pas quoi, mais on peut pas faire la même chose. Donc ne j voilà, c'est un bon point de départ, mais ne copiez pas. Ne copiez pas. Même si parfois on a de l'inspiration, enfin, on s'inspire forcément inconsciemment, j'imagine, Tout le d'œuvres. temps. Ouais. Ouais, tout le temps, et même, parfois c'est complètement inconscient. Moi, il y a des trucs que j'ai découverts bien plus tard, je me suis dit: «Oh merde, c'est comme dans», et je l'avais écrit, quoi. Et donc voilà, ouais, c'est inconscient, ça arrive tout le temps, mais il faut pas le faire sciemment et consciemment, parce qu'on sera pas content de nous, et on n'aura pas écrit quelque chose d'original non plus, donc ça sert à rien. Eh ben, je comprends. Eh ben, je vous propose qu'on passe aux questions. Kid, tu as évité un portrait chinois, bravo. Je t'avais promis avant le début que tu aurais un portrait chinois, mais tu ne l'auras pas. Je profite un tout petit peu, avant de prendre plusieurs questions, de remercier toutes les illustratrices, illustrateurs, scénaristes,
de bande dessinée qui travaillent aussi sur nos ateliers d'écriture au Labo des Histoires. Je cite quelques noms, comme ça, je ne vais pas faire de jaloux, mais je veux remercier Lucie de Peslouan, Sophie Blitman, Natacha Eloy, Elisabeth Holville, Béatrice Fontanelle, Louise Pluyot, Carole Trébor et plein d'autres qui interviennent toute l'année au sein du Labo des Histoires. N'hésitez pas à lire et à suivre leurs actualités, puisqu'elles aussi, elles ont plein d'histoires à partager. Et voilà, nous, au Labo des Histoires, on a besoin aussi de ces professionnels qui donnent, voilà, qui permettent à ces jeunes de trouver en eux parfois une inspiration ou une idée qui leur donne envie d'écrire, qui prennent du plaisir à écrire surtout. Ça, c'est très important. Et du coup, moi, j'en profite, si tu me permets, de remercier mes co-auteurs, les Oui, dessinateurs, qui me permettent de faire semblant d'être intéressant aujourd'hui, alors qu'en vrai, le talent, c'est eux. Donc, que ce soit Aveline Stockard, Miss Prickly, Kenny Ruiz, JL Mounouera et tous les autres, parce que je ne pourrais pas tous les citer, il y en a trop de collaborateurs. Mais voilà, c'est grâce à eux que je brille et pourtant, c'est eux le talent. Voilà. Eh ben, tu as bien fait, Kid. Alors, je commence par prendre les premières questions qui ont pu être posées. Déjà, il y a une question très simple. Je pense que c'est peut-être quelqu'un d'une jeune personne qui a des idées de bande dessinée, qui ne sait pas comment faire pour découper un texte, une scène, notamment le nombre de cases d'une planche. Est-ce qu'il y a des règles simples que tu pourrais nous donner? Même si tu dessines mal, essaye peut-être de dessiner toi-même, faire plus ou moins le format de la page et dessiner toi-même mal ce que tu imagines. Comme ça, tu verras la place que ça prend. Moi, je le fais parfois. J'ai dû le faire surtout sur Animal Jack qui avait un format particulier. Donc, pour m'habituer au format, j'ai dû le faire. C'est immontrable. Il n'y a que moi qui comprends ce que j'ai dessiné. Au moins, ça m'a permis de voir ce qui prenait trop de place ou pas assez de place. Et donc, pour le nombre de cases, c'est la façon la plus simple de faire. C'est dessine. Mal. N'hésite pas. Ok, bah écoute, j'espère que la réponse ça aura été pleinement satisfaisante. Une autre question, est-ce que tu mènes des ateliers bande dessinée avec du jeune public? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? J'en fais très, 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 très peu. Je le fais quand je suis invité par une classe en particulier, quand il y a une vraie motivation des professeurs derrière et des élèves, mais je prétends pas pouvoir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, donc ça me fait plaisir d'échanger avec les élèves. Je fais rarement plus d'une heure parce que c'est juste un échange, mais je peux pas vraiment apprendre la bande dessinée à quelqu'un, je suis vraiment pas professeur, donc voilà. C'est plutôt des partages, des conseils, des éclairages. C'est ça, et puis une rencontre, quoi, surtout avant tout. C'est une rencontre, mais je le fais de peu parce que on est quand même assez sollicité, et j'estime que c'est une autre partie du boulot que moi je ne maîtrise pas, et je préfère laisser ça à tous les auteurs qui le font très bien, qui font des ateliers super, et je préfère leur laisser. Moi, je suis pas vraiment doué pour ça. En plus, je dessine pas ou très mal ou que pour moi, donc non, hors de question de partager ça. Ah ouais, c'est qu'un scénariste ou un auteur n'a pas de base de dessin, ou un dessinateur n'a pas de base de scénariste, d'auteur. C'est pas possible. Il n'y a pas de correspondance comme ça. Mais en fait, par exemple, en Belgique, et je pense qu'en France, c'est pareil, il n'y a pas d'école de scénario, ça n'existe pas. Il y a des écoles de bande dessinée en Belgique, il y en a plusieurs, Saint-Luc, et d'autres, mais c'est toujours pour apprendre à dessiner. Sauf que moi, je voulais pas dessiner, je voulais écrire, donc ça correspondait pas. Et non, je n'ai aucun talent de dessin, ça c'est clair, je pourrais jamais dessiner. Par contre, j'ai des dessinateurs qui deviennent scénaristes avec le temps, et pour autant, je crois qu'ils ont quand même peut-être des cours de scénario, mais je suis pas sûr, mais très peu. Et donc, c'est juste l'envie d'écrire qui fait d'eux des scénaristes à un moment donné. Alors, une autre question, quel rôle la fiction peut-elle jouer pour aider les jeunes, donc les jeunes lecteurs, à se comprendre et à se projeter? Mais alors ça, 200 fois la fiction, ça aide. Il y a pas de moment où tu parles plus de tes sentiments ou de l'humain que quand tu lis un roman, ou une bande dessinée, hein, peu importe, ou voir un film. Ça te fait vivre des émotions et ça te connecte aux autres humains, en fait. Et quand tu ne te comprends pas, lire, ça t'aide à te comprendre. D'un coup, tu vas avoir un passage dans un roman qui va te parler tout de suite et c'est le meilleur moyen, en fait, c'est de s'arrêter. On est dans une période où on a trop, trop, trop d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on ressent. Et on fait que relayer des émotions des autres. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe actuellement. On n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on ressent, à ce qu'on veut vraiment dire. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que la lecture pour se comprendre. Et pourtant, c'est fou parce que c'est écrit par quelqu'un d'autre. Mais comme tous les sentiments, toutes les émotions, elles sont universelles, bah, c'est le meilleur moyen de se connecter à soi-même, c'est de lire l'œuvre de quelqu'un d'autre. En Oh, effet. c'est intéressant ce que je veux dire. Je me suis ébloui, hein, je t'avoue, là, je me suis dit, Non, waouh. mais tu vois, Kid, en fait, une fois que tu es lancé, ça y est, c'est parti, quoi. Il y a tout.
y a tout qui est, voilà, toutes les conseils sont partagés comme ça. Alors, une question, peut-être, question rapide, réponse rapide, et quel a été le processus pour trouver ton premier éditeur quand tu as commencé? Ah, mais ça, c'est des marchés, on n'a pas le choix. Il faut proposer des projets tout le temps, leur envoyer, quoi. Et alors, pendant longtemps, t'es pas lu. Pendant longtemps, tu reçois des réponses négatives type. Bah, enfin, c'est une histoire universelle de tous les auteurs, hein. On est tous refusés d'abord à 100%, pas lus, puis refusés. Jusqu'au jour où il y en a un qui se dit, bah, moi, je vais le lire. Et puis, il y a un autre qui dit, bah, moi, je vais le rencontrer. Et puis, un autre qui dit, bah, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Le plus dur en BD, c'était d'arriver avec mes scénarios, qu'ils soient acceptés, et qu'on me dise, maintenant, trouve un dessinateur. Et là, c'était de nouveau des années de galère à trouver les bons dessinateurs à qui le projet allait plaire et qui allait plaire, eux, à l'éditeur. Là, c'était encore une autre guerre. C'est vrai. Mais en tout cas, la démarche ne peut pas être, voilà, il y a de l'abnégation, j'imagine. Il faut parfois avoir aussi, voilà, la Ouais. force de relancer et de continuer, j'imagine. Quand je suis arrivé dans le métier, Laurent Galmo, l'éditeur de Vent d'Ouest à l'époque, m'avait dit dans ce métier, c'est pas les plus talentueux qui réussissent, ce sont ceux qui s'accrochent le plus longtemps. Et je me suis dit, bon, le talent, je sais pas, mais m'accrocher, je vais essayer. Voilà. Alors, une autre question, est-ce que tu peux nous partager tes inspirations littéraires? Je pense que ça a pu être dans le portrait chinois que tu as évité. Tes lectures d'enfants aussi. Est-ce qu'il y a des scénaristes aussi avec qui tu aimerais travailler? Là, ça fait trois questions. Apparemment, ils ont été à la même école que toi. Les journalistes que j'ai lancés il n'y a pas longtemps. Euh, alors, mes inspirations, mais il y en a tellement, c'est très difficile de citer parce que sinon, enfin, tu as l'impression tu te dis, j'aurais dû citer celui-là, 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 donc ça ne s'arrête jamais. En BD encore plus. Et en roman, ouais, en roman, je lis beaucoup, donc il y en a plein, des influences. Ensuite, des scénaristes avec qui je veux travailler. Mais co-scénariser, c'est très dur, je t'avoue, parce que faut savoir ce que tu racontes. Donc, comme tu as déjà un dessinateur qui intervient, avoir un co-scénariste, c'est compliqué. Avant 7, j'y étais jamais arrivé. 7 sur le Marsupilami. C'était quoi la troisième question? Je sais plus. C'était sur des scénaristes avec qui tu aimerais travailler. Bah ouais, donc non, personne. Et il y a des très bons scénaristes que j'adore, mais ils font très bien leur truc. Et je me vois mal intervenir dans leur scénario. Et à contrario, si eux interviennent sur le mien, je ne me reconnaîtrai plus dans ce que j'écris. Donc là, je peux citer quelques scénaristes qui sont vraiment très bons, que j'adore. Il y a Fabien Vellman ou de Grunschwig, puis dans les Américains, Brian Kevon, c'est vraiment des super scénaristes, mais qui font très bien leur truc. Et j'ai pas... Ah, oh, je peux citer Lou Luby aussi, qui est très très différente de moi, qui écrit complètement à l'opposé de moi, et pourtant j'adore ce qu'elle fait. Voilà, entre autres. Ouais, et c'est vrai que c'est les lectures d'enfants qui manquaient. Est-ce qu'il y a Ah, des ok. lectures? Ben, enfant, pareil, je lisais énormément, mais je lisais plus de comics à une époque. Donc, je peux dire que le comics m'a plus influencé que la BD, vraiment à une époque de construction. Lecture d'enfance, ben, je lisais du Stephen King il y a 10 ans, moi. Donc, je crois pas qu'aujourd'hui ce serait autorisé. Je crois qu'il y aurait la police des enfants qui apparaîtrait. Mais à l'époque, moi, je lisais du Stephen King et ça m'a plus influencé que ce que je crois. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai complètement oublié ces lectures-là. Et récemment, j'ai réalisé sur Magic 7 que le groupe d'enfants atypiques, c'était vraiment le groupe de ça, le livre de Stephen King. En tout cas, la mécanique, pas les personnages, hein, la mécanique était un peu similaire. Donc voilà, petite parenthèse. Ouais, oui, et ça t'inspire inconsciemment ou consciemment encore aujourd'hui, j'imagine, dans la construction de certains de tes personnages. Et je pense même que les lectures enfants influencent pour toujours, que les lectures adultes moins, encore une fois, parce que quand on est enfant, on lit mieux. Et je pense vraiment que cette influence pour le reste de ta vie, et la fiction en jeunesse, elle t'influence longtemps. C'est pour ça que c'est aussi important de partager des bonnes valeurs dans la littérature jeunesse. Je vois qu'on a atteint nos 45 minutes, Guy, si précieuses. Je termine sur une dernière question, peut-être la plus compliquée mais, et la plus courte. Est-ce que tu as déjà exploré ta synesthésie potentielle? Ma synesthésie, c'est-à-dire le mélange d'essence. Je pense que c'est ça, en effet, sur la simulation perspective émotionnelle et imaginaire, ton expérience, tes expériences, ouais. Bah, je pense qu'on a tous ça, et de fait, quand on est créatif, encore un peu plus. Donc, forcément, j'associe plein de choses, des odeurs et des images, et des sons assez facilement. Ouais. Bah, je pense qu'on le fait tous un petit peu, quoi. Souvent, le truc que je dis, c'est que tous les jours de la semaine, pour chacun d'entre nous, ont une couleur. Quand tu penses au lundi ou au mardi, tu as une couleur qui te vient spontanément. Je pense que c'est de la synesthésie, on a tous ça. Oui, c'est l'émotion des couleurs, oui. On nous précise aussi, c'est l'émotion des couleurs, mais ce que tu disais, Ah, du coup, par rapport à elle, peut-être. Oui, oui, c'est marrant. Bah, sur elle, ça, je peux répondre clairement. C'est que j'ai pas choisi d'aller dans les stéréotypes.
J'ai pas fait de Violette la méchante et de Bleu la triste. J'ai été dans ce que moi j'associais à la personnalité. C'est vrai. OK et ben, je vous propose, qu'on s'arrête là. Merci encore une dernière fois Kid d'avoir, Je t'en accepté prie. d'avoir été et le parrain du concours Emoji Story et d'avoir passé, ces minutes avec nous. On a passé un super bon moment, enfin, j'espère que vous aussi, mais c'était un super bon moment, hyper convivial et hyper instructif. Kid, je te laisse le mot de la fin et si pour les dernières personnes, si vous voulez partager le concours, c'est le moment de vous lancer, il vous reste 5 jours, n'hésitez pas. Est-ce que Kid, tu as un dernier mot, un conseil ou ce que tu veux, ou un mot d'humeur peut-être? Bah, merci de m'avoir écouté déjà parce que enfin, je suis un métier solitaire, alors quand des gens m'écoutent, je trouve ça un peu fou. Et ensuite, juste dire que la différence entre un écrivain et quelqu'un qui n'écrit pas, c'est que l'écrivain, il s'est mis à écrire. Et c'est la seule différence. Donc n'hésitez pas à écrire, c'est hyper facile, tout c'est accessible à tout le monde, et donc faites-vous plaisir. Que ce soit publié ou pas, ça n'a pas d'importance, écrivez. Voilà. Eh ben, je crois que le mot est parfait. Kid, bientôt, tu auras plein de textes à lire, donc Ouais. on te souhaite de bonnes lectures à venir. Et je précise quand même que Kid fera une dédicace, les trois gagnants auront une dédicace aussi de Kid sur les ouvrages. Je te laisse, tu pourras choisir les ouvrages, du coup, vu que tu en as 60, à toi de choisir ceux que tu as envie d'envoyer en tout cas. Merci Ok. encore en tout cas pour ta disponibilité. Merci à toutes et tous. Rendez-vous en début d'année prochaine pour un nouveau numéro des Échos du Labo. Le thème sera très différent, mais on aura toujours plaisir à vous partager un peu les coulisses du Labo des Histoires et de nos ateliers. D'ici là, bonne journée à toutes et tous et bonne fête. Ciao, ciao.